Alors bonjour, comme l'a dit Sophie, on a travaillé beaucoup sur les nouvelles Esquimaudes et sur la rivière Sans Repos. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord un court bilan des travaux de l'équipe de recherche dirigée par Sainte-Martine, à laquelle j'appartiens, pour ensuite vous parler des satellites et de la tension entre progrès et tradition qui traverse cette nouvelle de Gabriel Roy. Ceci dans le but de vous livrer une analyse génétique du travail effectué par la célèbre romancière quand elle en écrit la fin. Donc depuis 2012, nous travaillons sur la rivière Sans Repos, ainsi que sur les 3 nouvelles qui précèdent ce court roman, paru pour la première fois en 1970. Ces dernières sont connues sous l'appellation Nouvelles Esquimaudes et ont pour titre les satellites, le téléphone et le fauteuil roulant. La rivière Sans Repos et les Nouvelles Esquimaudes ont fait l'objet de 2 publications en français du vivant de l'auteur, celle de 1970 chez Beauchemin, ainsi que celle revue et corrigée chez Stanquet en 1979. Il en existe également 2 éditions posthumes. La première, parue chez Boréal Compact en 1995, est une reprise vérifiée et nettoyée du texte de Stanquet. Quant à la seconde, toujours chez Boréal dans la collection L'édition du centenaire, elle reprend le texte de 1995 en corrigeant certaines fautes menues. C'est donc cette dernière édition qui a servi de texte de base pour l'ensemble de nos travaux. Nous avons donc travaillé sur les dossiers génétiques des Nouvelles Esquimaudes et de la rivière Sans Repos, conservés à la Bibliothèque et Archives Canada et répertoriés par M. Ricard dans son inventaire des archives personnelles de Gabriel Roy. Ces dossiers génétiques sont contenus dans 13 chemises, rangées dans 6 boîtes numérotées de 47 à 52. Plus précisément, il s'agit de 12 cahiers manuscrits et de 13 dactylogrammes qui totalisent 450 feuillets. À cela s'ajoutent 7 jeux d'épreuves, dont plusieurs contiennent des corrections manuscrites. Notre analyse autour des manuscrits et des dactylogrammes avait une articulation double. Le premier volet du projet consistait à établir une édition génétique des Nouvelles Esquimaudes et de la rivière Sans Repos, en utilisant à bon escient les avancées technologiques qui étaient à notre disposition, notamment le langage XML, qui nous permet entre autres d'encoder les différents phénomènes scripturaux. Avant de réaliser une transcription diplomatique 2.0 de chaque feuillet, il a fallu trier l'ensemble du dossier génétique et établir la chronologie de la rédaction. Or, ce travail a été moins évident qu'il ne le paraît, étant donné que les feuillets ne sont pas datés. Comme tout bon généticien, il nous a fallu nous familiariser avec l'écriture de Gabriel Roy et avec sa façon de travailler, pour comprendre ses ratures et ce qu'elle cachait, mais aussi pour analyser les notes de régie, véritable didascalie qui indique aux généticiens où et comment orienter ses recherches. Alors, une fois le travail de classification, de déchiffrage et de transcription effectué, le second volet de notre tâche consistait à analyser les différents manuscrits et dactylogrammes que nous avions entre les mains, afin de comprendre la méthode de travail de Gabriel Roy, ainsi que les enjeux reliés à sa création, à son écriture et à sa réécriture. Ces analyses ont donné naissance à diverses communications, à la CFAS en 2014, au Congrès international sur les humanités numériques en 2015, ainsi qu'à une publication à paraître. Dans nos analyses, nous sommes entre autres penchés sur l'influence d'un reportage sur un voyage effectué par Gabriel Roy à Fort Chimo en 1961, intitulé Voyage en Ungava. C'est l'influence de ce reportage sur la création de la rivière Sans Repos et des Nouvelles Esquimaudes. Nous avons également étudié le travail de réécriture effectué sur les dactylogrammes royens, notamment grâce à l'utilisation de double au carbone qui permettait à Gabriel Roy de travailler en parallèle, donc aussi bien sur la linéarité du texte, donc la continuité du récit. Elle mettait les feuillets en parallèle et puis elle travaillait comme ça, d'une façon assez linéaire, ou qu'on peut dire une façon horizontale, mais aussi sur la réécriture de passages qui sont ciblés. Donc dans les feuillets, s'il y avait un passage qu'elle voulait refaire, elle mettait à refaire, elle le mettait de façon verticale pour retravailler ce même passage ciblé dans un même feuillet. Alors tout cela n'est pas sans nous rappeler la comparaison que l'on peut faire entre diachronie et synchronie, par exemple, en linguistique. Donc à titre d'exemple, dans le 5e état sur 6 des satellites, l'incipit est un véritable moment névralgique du récit, puisqu'elle le retravaille sur 6 feuillets différents. Alors je survole un peu rapidement l'étendue de nos travaux, mais n'ayez crainte, vous pouvez, si vous voulez, en savoir plus, aussi bien sur le contenu du dossier génétique que sur la méthode de travail de Gabriel Roy quant à ces 4 textes.
pouvez consulter l'introduction de Justin de Martel ici, sur la rivière sans repos, que l'on voit. Et sur cette même page, on a accès aux transcriptions diplomatiques. Donc vous avez les 3 différentes nouvelles. Pour les satellites que voilà, vous pouvez avoir accès aux transcriptions diplomatiques. Les Mac, je ne sais pas comment on descend faut juste... avec la flèche. Quel état Mettons l'état 2. Mais est-ce qu'on peut voir plus bas? Oui. Dans l'état 5 Mettons. Parfait. Donc là, on peut voir effectivement ces transcriptions qui sont enrichies de variantes. Ce sont les petits V que vous voyez. Quand vous cliquez sur ces petits V, vous pouvez avoir accès aux variantes. Et elles sont affichées un peu plus haut. Je m'excuse de te faire. Oui. On voit donc les différentes variantes qui s'affichent ici. Il y a des correspondances. Ça aussi, c'est très pratique parce que toujours, on peut voir... Ouais. Mettons, on est sur ce passage-là, on clique sur la correspondance et hop, ça nous ramène dans les différents états au passage équivalent. Il y a des notes hypermédiatiques où on peut avoir accès à des images, des vidéos, des géolocalisations. Tout ça, ça enrichit finalement la lecture des manuscrits. Et évidemment... Vous montrez pas? Oui, je peux en montrer. Par exemple. Oui, il n'y a pas d'image. Je vais choisir Forchimo parce qu'il y a des images. C'est un peu plus riche du coup. Si elle n'a pas cliqué. C'est la petite maille de Voilà. Et je peux l'agrandir. C'est plus. Ouais. Donc ça c'est un exemple de note que l'on peut avoir. On voit un peu Forchimo comme c'était en 1951, puis à quoi ressemble Kuujjuaq aujourd'hui, qui est le nouveau nom de Forchimo, avec une petite note, etc., qui explique tout ça. Donc on a accès à ce genre de contenu-là. Donc je vous invite à vous y promener, à consulter, etc. Cette transcription diplomatique, nouveau genre, qui permet finalement d'avoir une lecture des manuscrits enrichis. Alors, je vous ai mentionné brièvement le travail sur l'incipit fait par Gabriel Roy, avec les 6 feuillets d'un même état. Dans la même continuité, et pour marquer la fin de cette étape du projet Hyper-Roi, ma présentation d'aujourd'hui va plutôt porter sur le travail réalisé par la romancière sur l'excipit des satellites, la première des nouvelles Esquimaudes, qui est entre autres façonnée par la tension entre la tradition et le progrès. Alors, avant de parler de la fin des satellites, laissez-moi résumer brièvement l'intrigue de la nouvelle. Les satellites, c'est avant tout l'histoire de Déborah, une Inuit qui vit dans un petit village près de Forchimo et qui est atteinte d'un cancer. Sa communauté est divisée quant au sort qui doit être le sien. Si certains, dont le pasteur Hugh Patterson, veulent la convaincre d'aller au sud pour se faire soigner, le sud c'est le sud du Québec, pas Cuba ou autre, les anciens du village sont plutôt convaincus que la nature doit suivre son cours et que la vie ne doit pas être maintenue à tout prix. Donc Déborah est au cœur de cette tension. Au début de la nouvelle, elle décide de suivre les conseils du pasteur et va se faire soigner dans le sud. Si au départ, elle est émerveillée par la flore différente ainsi que par les avancées technologiques qu'elle observe, si elle est dans un premier temps contente des liens qu'elle va tisser avec les Blancs, dans l'hôpital notamment, Déborah va très rapidement avoir le mal du pays, au point qu'elle va finir par rentrer chez elle sans être totalement guérie de son cancer. Sauf qu'une fois de retour, évidemment, plus rien n'est comme avant. Déborah est donc tiraillée entre le mode de vie traditionnel qu'elle a toujours connu et les acquis de son expérience dans le Sud. Son retour va donc diviser son village plus que jamais sur la pertinence de son départ. La tension entre tradition et modernité est structurante pour le texte, non seulement dans les satellites, mais aussi dans les 2 autres nouvelles et dans le roman La rivière sans repos. Aussi dans La rivière sans repos, étude mythocritique parue en 1976, Marc Gagné écrit ceci. Le progrès intégral, pas plus que le primitivisme intégral, ne semble être la clé d'un avenir jugé de plus en plus incertain. La solution réside ailleurs et il faut la découvrir. Il va plus loin dans cette analyse quand il écrit, je cite, « Le primitif
doit demeurer fidèle aux grandes articulations de sa philosophie de vie, mais en même temps être disposée à accueillir un certain nombre de conquêtes essentielles de la civilisation, telles la médecine et l'instruction. En fait, le cœur de Déborah oscille entre les deux, et il lui est difficile de trouver un équilibre dans cette dichotomie apparente. L'attention ne concerne pas uniquement les aspects reliés à la technologie ou à la santé. Elle se cristallise également par la confrontation entre un mode de vie et des valeurs ancestrales et une nouvelle façon de penser venue de l'Occident et marquée entre autres par le protestantisme. On est donc dans une confrontation aussi bien technologique que philosophique et spirituelle. Étant donné que Déborah est malade, ces tensions se cristallisent autour de la valeur à accorder à la vie humaine. De retour dans son village, Déborah a deux conversations importantes pour la suite de l'intrigue avec deux personnages qui sont des archétypes des luttes qui prennent place en son sein. Une discussion avec le révérend Patterson, qui représente le progrès, l'Occident et le protestantisme, et une autre avec son père, le vieil Isaac, qui représente la vie comme ils l'ont toujours vécue. Alors je vais vous lire brièvement quelques arguments qui sont avancés par l'un et par l'autre pour convaincre Déborah des choix qu'il faut qu'elle fasse. Alors là, c'est des arguments qui sont avancés par le vieil Isaac, son père, concernant cette maladie et cette façon de voir la vie. Il lui dit ceci entre autres: « Veux-tu que je te dise, je devrais de moi-même aller me mettre sur la banquise comme on y a mis la vieille dans le bon temps. C'était par une belle nuit froide, il y avait des esprits en tunique blanche qui dansaient en rond à faire le grand tour du ciel. » Il lui dit encore: « Le froid est bon et compatissant. » Et il lui dit poétiquement: « Je pense que c'est ce qu'elle est devenue, une sorte de satellite, n'est-ce pas, qui flottait sur les eaux. » Puis pour la convaincre, à la fin, il dit: « Ah, bêtise tout cela, hein, ma pauvre Déborah, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on se montre meilleur envers les gens quand on les retarde de mourir, ou bien peut-être plutôt quand on les aide un petit peu ?» Pasteur, lui, plutôt du côté de la vie, du côté de la résilience. Il lui dit: alors ma pauvre Déborah, il ne faut pas abandonner. Il lui dit: tu aurais quand même pu rester à l'hôpital où tu aurais été mieux soigné. Il lui dit qu'il faut continuer à vivre, que ce n'est pas la fin. Donc il y a des arguments qui sont plus présentés sur la valeur de la vie, peu importe où elle en est rendue. Maintenant, je vais vous parler plus précisément de cette fin. En génétique, il est reconnu que dans un récit, l'incipit et l'excipit sont d'une importance capitale. En effet, ils sont les seuils par lesquels le lecteur entre et sort de l'histoire. Il n'est donc pas surprenant de savoir que ce sont de manière générale les passages les plus travaillés par les auteurs, et Gabriel Roy ne fait pas donc figure d'exception ici. Raymond de Brégenette nous dit que la fin du roman a une double fonction: fermer la diégèse, ouvrir la réflexion. Dans Genèse des fins, Claude Duché explique que la fin d'une histoire est un lieu de tension. Elle est cet espace défini et indéfini à la fois, puisque, je cite, « un texte vers sa fin est comme suspendu entre récit et narration, et dévoile alors, si peu que ce soit, ce qu'il y avait jusqu'ici plus ou moins consciemment masqué ou différé, le sujet de l'écriture. » Quelle est donc la fin des satellites? Prise dans ses réflexions sur la valeur de la vie et incommodée par la chaleur et l'odeur de sa hutte, Déborah sort au milieu de la nuit. C'est le lendemain que les autres villageois ont pu retracer son parcours grâce à l'empreinte de ses pas dans la neige fraîche. On apprend donc que Déborah s'est engagée sur la glace mince et le récit se termine ainsi. Je vous en lis les 3 derniers paragraphes. Elle s'y était engagée pourtant. De place en place, sur la croûte de neige, on avait relevé quelques traces encore. Elles indiquaient que Déborah était tombée à plusieurs reprises et qu'à la fin, elle se traînait plus qu'elle ne marchait. Les traces continuaient encore un peu. On en trouva jusqu'au bord de l'eau libre. À examiner de près, du côté de la mer, le contour de la banquise, on put constater qu'une partie s'en était détachée récemment. Mais ils eurent beau fouiller des yeux, devant eux, le tumultueux et sombre paysage d'eau noire, ils ne purent rien y distinguer qui s'apparentait à une forme humaine, rien entendre que les horribles cris du vent. Alors ça, c'est la fin telle qu'elle a été publiée. Donc l'étude, finalement,
ici. Selon Duché, le récit n'a pas une fin, mais plusieurs fins successives ou confondues, développées ou élusives, effectives ou virtuelles. Il distingue 5 fins. Le dénouement de l'intrigue, la clôture diégétique, soit la fermeture de l'espace-temps fictionnel, la finition, la finalité, qui est le sens de l'œuvre, et enfin l'infinitude, soit cette tendance de l'œuvre à se poursuivre et à s'ouvrir sur un dehors, à rouvrir le sens. L'étude du dossier génétique des satellites, qui contient 6 états, nous permet d'observer un certain travail effectué sur la finition et ainsi de comprendre l'impact que ce travail a eu sur les autres aspects de la fin. Dans le deuxième état des satellites, que l'on voit ici, c'est ça. Ça, c'est finalement dans le deuxième état des satellites, qui est une dactylographie du premier état, qui est le seul manuscrit du dossier génétique. Il existe ce feuillet final qui disparaît dès le troisième état pour ne plus jamais réapparaître. Ce n'est pas comme si Gabriel Roy s'était contenté d'effacer 2 ou 3 lignes, mais comme on voit, c'est un feuillet qui contient 7 paragraphes. Ces derniers paragraphes sont des commentaires des proches de Déborah sur sa disparition. Il y a d'abord celui de Jonathan, son époux, suivi des pensées du révérend Patterson face à la disparition de son ouaille, et enfin la vie d'Isaac, le père de Déborah. Pourquoi Gabriel Roy décide-t-elle de noter ce dernier fragment textuel de la fin de son récit? Bien sûr, nous n'avons aucune certitude, mais l'étude du dossier génétique nous permet d'émettre des hypothèses intéressantes. Dans le texte, traversé par cette lutte entre tradition et modernité, Déborah oscille toujours entre les deux. Elle part dans le sud se faire soigner, mais elle revient dans le nord car elle a le mal du pays. De retour dans le nord, elle regrette le sud, elle ne sait toujours pas quelle valeur à accorder à la vie. Elle veut surtout que cesse la souffrance. La fin est donc ce lieu dans le récit qui doit cristalliser ces tensions. Dans le texte tel qu'il est publié, on sait que Déborah sort dans la nuit et le froid, on ne sait pas trop pourquoi, et la fin telle qu'elle est écrite ne nous permet pas de savoir si sa disparition est accidentelle ou non. Dans les premiers états, le texte se termine avec les avis des proches de Déborah. Celui de Jonathan est sans doute le plus invraisemblable, surtout lorsqu'on se fie au récit. Il reste donc ceux du révérend et d'Isaac. Par son silence, son attitude et son geste, le révérend ne nous donne pas l'impression de croire à la thèse de l'accident. Il semble pas très surpris par ce dénouement et effectue une sorte d'absolution devant les eaux tumultueuses. Il y a la vie d'Isaac, pour terminer, qui s'étend sur plus de la moitié du feuillet. Pour lui, Déborah a elle-même détaché la glace, honorant ainsi la tradition ancestrale. La première fin conduit le lecteur à un dénouement plus fermé, qui porte à croire que Déborah a finalement fait un choix entre la tradition et le progrès. La tension qui structure le texte s'efface quasiment au complet dans ces dernières lignes. Or, quand elle supprime ce dernier feuillet, Gabriel Roy rend l'issue plus indécise et ouverte, en refusant de trancher dans ce combat de la fin de la vie de Déborah, celui entre la tradition et la modernité. Ces deux fins distinctes donnent au texte un sens différent à chaque fois, car comme l'écrit si bien Duché, la fin est interrogée pour ce qu'elle dit, et la question devient alors, en quoi ceci est-il une fin? À quoi la fin met-elle fin? Merci. Merci, Nathanaël.